Le 1er octobre 2025, Ibrahim Traoré a secoué la salle des Nations Unies par une déclaration percutante. L'Afrique ne doit rien, seule la vérité est une dette acceptable. Ce discours audacieux a immédiatement mis en lumière une rupture dans le protocole diplomatique mondial. En quelques secondes, le monde a aperçu un défi venant d'un jeune capitaine burkinabé, un défi qui allait secouer les fondements de la finance internationale et des relations internationales. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment pour les marchés, les diplomates et les peuples d'Afrique? L'impact se dessinait à l'horizon, et il était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. La déclaration d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement été un acte de défi diplomatique, elle a marqué un tournant stratégique. En affirmant que l'Afrique ne devait rien, il a posé un principe fondamental, celui de la souveraineté morale et politique, bien au-delà des enjeux économiques immédiats. Dans un monde où les échanges financiers sont souvent dominés par des institutions internationales, sa parole a agi comme un signal fort, bouleversant l'ordre établi. Le principal enjeu résidait dans la manière dont le Burkina Faso, et par extension l'Afrique, pouvait s'affirmer face aux puissances économiques mondiales sans être muselé par la logique financière. Ibrahim Traoré a su capturer cette attention, en transformant une situation géopolitique complexe en un défi direct contre les règles tacites imposées par les grandes puissances. Cette prise de position allait rapidement dépasser le cadre de la diplomatie pour se diffuser à l'échelle mondiale, affectant non seulement les relations économiques, mais aussi la perception du pouvoir africain sur la scène internationale. 3 jours après son discours, l'onde de choc se propagea à travers le monde. À Ouagadougou, les applaudissements avaient à peine cessé que les répercussions se faisaient sentir dans les sphères économiques internationales. La déclaration d'Ibrahim Traoré avait secoué non seulement les diplomates, mais aussi les analystes financiers. En effet, à Washington, une réunion d'urgence avait été convoquée au Fonds monétaire international pour examiner l'impact de ses paroles sur les engagements financiers envers le Burkina Faso et les autres nations africaines. En l'espace de 24 heures, les marchés financiers avaient réagi de manière décisive. Les indices des bourses mondiales avaient chuté, la valeur du franc CFA s'était dépréciée et les pressions sur les réserves de change étaient devenues évidentes. Mais ce qui était perçu comme une simple déclaration provocatrice à l'ONU devenait en réalité une crise géopolitique et financière silencieuse où la dignité d'un pays était mise à l'épreuve par la machine économique mondiale. Derrière cette apparente tension, un enjeu bien plus profond émergeait, celui de la capacité d'un pays à résister à la pression des institutions internationales sans se soumettre à leurs diktats. Les répercussions étaient immédiates à Ouagadougou. Le gouvernement observait avec inquiétude l'isolement diplomatique croissant, mais la population, quant à elle, se retrouvait dans une forme de solidarité inédite, galvanisée par les mots du capitaine. Les jeunes peignaient des fresques à l'effigie de Traoré sur les murs de la ville, transformant ainsi son discours en un symbole de résistance populaire. Tandis que les diplomates et les économistes se perdaient dans des calculs financiers complexes, le peuple burkinabé voyait dans cette crise une opportunité de redéfinir sa place dans le monde. La guerre ne se menait plus sur le terrain des négociations, mais dans les coulisses des chiffres et des décisions économiques. Cette situation complexe se jouait à deux niveaux. D'un côté, la guerre silencieuse des taux d'intérêt et des créances, de l'autre, un peuple qui s'unissait derrière un leader dont la parole portait bien plus loin que ses simples discours. Ibrahim Traoré, dès son arrivée à l'ONU, a incarné bien plus qu'un simple leader politique. Son discours audacieux a marqué un tournant dans la manière dont l'Afrique était perçue sur la scène internationale. Mais au-delà de son rôle politique, Traoré est devenu un symbole de la résistance d'un peuple face à un système mondial souvent perçu comme oppressif. Le jeune capitaine, avec ses mots, a cristallisé l'essence de l'affrontement, une lutte pour la dignité contre un système financier qui ne la reconnaissait pas. À Ouagadougou, les premiers effets de cette prise de position se faisaient déjà sentir, tandis que la presse internationale se concentrait sur les implications économiques et diplomatiques de la déclaration. Au cœur du Burkina Faso, la population répondait autrement. Des étudiants, des travailleurs et des citoyens lambda se rassemblaient dans les rues, partageant leur fierté d'un leader qui osait défier l'ordre établi. Le discours de Traoré avait résonné profondément, non seulement pour ce qu'il disait, mais pour ce qu'il représentait, une Afrique qui, pour la première fois, ne s'excusait pas. Cette vague de soutien populaire contrastait fortement avec les tensions croissantes au niveau diplomatique. Les appels aux ambassades restaient sans réponse, les négociations de prêts se faisaient de plus en plus difficiles. Cependant, malgré les pressions économiques et diplomatiques, le gouvernement burkinabé semblait décidé à maintenir sa ligne.
Le contraste entre l'enthousiasme populaire et les difficultés économiques imminentes dessinait un paysage complexe. Un pays traversant une tempête géopolitique, mais un peuple uni autour d'une même vision, celle de la dignité et de la souveraineté nationale. La déclaration d'Ibrahim Traoré, le 1er octobre 2025, a marqué le début d'une série d'événements qui allaient secouer les fondements mêmes de la politique mondiale. Ce discours n'a pas seulement bouleversé la diplomatie internationale, mais il a aussi lancé une dynamique complexe à plusieurs niveaux, allant des marchés financiers aux relations diplomatiques. À l'ONU, après ces mots frappants, un silence lourd a envahi la salle. La communauté internationale, d'abord déconcertée, a rapidement réagi. Dans les jours qui ont suivi, le gouvernement burkinabé a constaté une série de répercussions immédiates. Les banques locales ont commencé à limiter les prêts, la monnaie nationale a perdu de sa valeur et les réserves de change se sont amenuisées. Le monde financier, dont les institutions comme le FMI et la Banque mondiale exercent une influence majeure sur les pays en développement, a réagi rapidement en plaçant le Burkina Faso sous observation accrue. Dans les coulisses, les grandes puissances ont cherché à contrôler la narration. Les analystes financiers ont averti que l'Afrique, et en particulier le Burkina Faso, risquait de s'engager dans une voie périlleuse en défiant l'ordre économique établi. Les marchés ont réagi avec une volatilité qui n'avait pas été anticipée. Les, les taux d'emprunt ont bondi, le coût des importations a augmenté, et la situation économique du pays a rapidement empiré. À Ouagadougou, pourtant, la population semblait galvanisée par cet affrontement. Les citoyens, qui s'étaient longtemps sentis écrasés par les dictats économiques internationaux, ont vu dans le discours de Traoré une lueur d'espoir. Des fresques représentant Traoré en héros ornaient les murs de la capitale, et ses paroles étaient reprises par des milliers de personnes lors de rassemblements spontanés. Cependant, le gouvernement savait que les conséquences seraient sévères. Le ministre des Finances a commencé à préparer des mesures d'austérité en réponse à la perte de crédibilité internationale du Burkina Faso. Les discussions sur une éventuelle révision de l'aide internationale sont devenues plus fréquentes. Au même moment, des hauts fonctionnaires du gouvernement, conscients du coût élevé de l'affrontement avec les grandes institutions financières, se sont rendus à huis clos pour discuter des stratégies de réponse. Mais, malgré les pressions internes et externes, le président Traoré est resté ferme. La situation économique devenait de plus en plus tendue, mais il ne reculait pas. À l'international, des discussions sur des ajustements techniques et des révisions de la notation ont commencé à faire surface. Les agences de notation ont rapidement abaissé la perspective du Burkina Faso, un signe que la communauté internationale était prête à appliquer des sanctions indirectes. Les analystes ont également pointé du doigt la possibilité de répercussions plus graves sur les économies voisines, notamment le Mali, et le Niger, qui étaient déjà dans une position précaire. La situation géopolitique devenait de plus en plus instable, mais c'était une guerre silencieuse, menée sur des tableaux Excel et des graphiques financiers. Cependant, à Ouagadougou, les signes de révolte ne faiblissaient pas. Alors que l'économie commençait à s'effondrer, le peuple burkinabé se resserrait autour de son dirigeant. Traoré avait su transformer une simple déclaration en un mouvement de résistance qui unissait les populations contre un ennemi invisible, la force des chiffres et des politiques économiques imposées par les institutions mondiales. Les premiers signes de la riposte économique ont été immédiats. Moins de 2 jours après le discours de Traoré, les indicateurs financiers ont commencé à refléter la tension croissante entre le Burkina Faso et les grandes institutions financières mondiales. Le franc CFA, déjà sous pression, a perdu près de 6% de sa valeur en seulement une semaine. L'inflation, qui était restée relativement stable, a bondi à 11%, un chiffre alarmant pour une nation qui se battait déjà pour maintenir sa stabilité économique. Les réserves de devises ont chuté de 17%, réduisant ainsi la capacité du gouvernement à importer des biens essentiels, tels que des médicaments, du carburant et des denrées alimentaires. Ces chiffres, bien qu'en apparence modérés, signalaient la profondeur de la pression qui pesait désormais sur le pays. En parallèle, les agences de notation ont réagi de manière synchronisée. Moody's a abaissé la perspective de la dette du Burkina Faso de stable à CD négative, tandis que Fitch a suivi en émettant une alerte similaire. Les marchés ont réagi violemment. Les taux d'intérêt des emprunts d'État ont augmenté de 2,7 points de pourcentage,
un ajustement qui a eu un impact direct sur les emprunts internationaux et les emprunts internes. Les coûts de financement ont explosé, exacerbant encore la situation économique déjà fragile. Le gouvernement burkinabé s'est retrouvé pris dans un étau, devant jongler avec la nécessité de maintenir ses engagements tout en gérant un endettement en forte hausse. Cependant, au-delà des chiffres, ce sont les impacts sociaux qui ont commencé à se faire sentir de manière plus marquante. Dans les rues de Ouagadougou, les files d'attente devant les stations-service se sont allongées. Les prix des produits de première nécessité, comme le riz et l'huile, ont doublé en l'espace de quelques jours. Les ménages les plus vulnérables, déjà fragilisés par une économie sous pression, ont commencé à ressentir les effets de cette crise silencieuse. Les citoyens, qui avaient jusque-là vu leur vie dictée par les fluctuations de la monnaie, se retrouvaient désormais face à une réalité où chaque décision économique prise à l'étranger avait des répercussions immédiates sur leur quotidien. Le gouvernement a tenté de rassurer la population, mais la question persistante restait la suivante. Jusqu'où le pays pouvait-il résister à la pression des marchés financiers avant que la situation ne devienne intenable? Malgré ces défis, certains secteurs ont montré une résilience surprenante. Les entreprises locales, bien que touchées par les hausses de coûts, ont commencé à s'adapter en réduisant leurs marges et en privilégiant les circuits locaux de distribution. De plus, une vague de solidarité a émergé au sein de la population, avec des initiatives communautaires visant à soutenir les plus démunis, malgré l'isolement économique du pays. Cette réponse sociale, bien qu'improvisée, a été une forme de résistance qui mettait en lumière la capacité d'un peuple à s'adapter aux contraintes économiques imposées de l'extérieur. Le poids des chiffres était indéniable, mais ce qui devenait évident, c'était que cette guerre silencieuse, menée sur le terrain économique, allait déterminer l'avenir du Burkina Faso. Les chiffres n'étaient plus seulement des données abstraites, ils étaient devenus des instruments de pouvoir. Et c'était dans cette confrontation que le Burkina Faso allait forger son destin. L'analyse des événements qui ont suivi la déclaration d'Ibrahim Traoré révèle deux perspectives opposées sur la situation. D'un côté, les partisans du gouvernement burkinabé et une partie de l'opinion publique africaine ont vu dans le discours un acte de courage et de dignité. En défiant l'ordre établi, Traoré est devenu le symbole d'une Afrique qui refuse de rester soumise aux diktats économiques des puissances mondiales. Ce discours a été perçu comme un levier permettant de briser les chaînes de la dépendance financière. L'engouement populaire à Ouagadougou et dans d'autres grandes villes du continent témoigne de l'adhésion croissante à ce message de souveraineté. Les médias africains ont repris en cœur cette idée. L'Afrique doit cesser de demander et commencer à exiger. Ce mouvement a également été soutenu par une frange d'intellectuels et d'économistes qui estiment que l'Afrique doit se réapproprier son destin, loin des conditions imposées par les institutions financières internationales. De l'autre côté, l'impact économique de ce discours est difficilement contestable. Les analystes économiques, surtout ceux issus des grandes institutions financières internationales, ont vu dans les propos de Traoré une provocation risquée. Selon eux, une telle défiance risquait de plonger le Burkina Faso dans une crise économique profonde. La dépréciation du franc CFA, l'augmentation de l'inflation et la chute des réserves de change n'étaient que des signes précurseurs d'un effondrement plus grave. Les responsables économiques mondiaux, à commencer par le FMI, ont exprimé des préoccupations quant à la viabilité de l'économie burkinabé. Les sanctions économiques, bien qu'indirectes, ont eu un effet dévastateur sur les finances publiques. L'isolement diplomatique du pays s'est intensifié et les pays voisins ont commencé à se distancer. Ce schéma de sanctions financières se manifestait par des ajustements de taux d'intérêt, des révisions de la notation des dettes et une réduction des investissements étrangers. Les marchés financiers, sensibles à ces signaux, ont réagi en amplifiant les tensions économiques. Cette opposition entre ceux qui voient le discours de Traoré comme une forme de résistance légitime et ceux qui le considèrent comme une aventure risquée met en lumière une division profonde entre l'Afrique et le reste du monde. L'enjeu n'est pas seulement économique, mais aussi idéologique. La question fondamentale reste: l'Afrique peut-elle réellement revendiquer sa souveraineté sans sacrifier son avenir économique? En dépit des tensions croissantes, une révélation fondamentale s'est imposée. Ce n'était pas une simple crise financière, mais une transformation en profondeur des rapports de force mondiaux.
Ibrahim Traoré, à travers son discours audacieux, n'a pas seulement lancé un défi à la finance mondiale, il a mis en lumière une fracture plus large entre les anciennes puissances coloniales et un continent en quête d'autonomie. À ce moment précis, l'Afrique a cessé d'être perçue comme une simple réceptacle des décisions internationales, elle a affirmé son droit à la parole. Ce basculement s'est traduit par des manifestations de solidarité non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays africains qui se sont identifiés à cette quête de dignité. Pourtant, la situation économique se détériorait rapidement et la communauté internationale restait figée dans ses politiques de sanctions. Le FMI et la Banque mondiale, à travers des ajustements de crédit et des révisions de notation, renforcèrent sur leur pression. Mais cette pression, loin d'être un simple outil économique, devenait un facteur catalyseur du nationalisme africain. Ce qui semblait au départ être une crise de gouvernance devenait, sous les yeux du monde entier, un appel à la redéfinition du pouvoir mondial. Les conséquences de la déclaration d'Ibrahim Traoré se sont rapidement propagées au-delà des frontières du Burkina Faso, affectant quatre groupes clés: les citoyens, les entreprises, les voisins régionaux et les institutions mondiales. Pour les citoyens burkinabés, la situation économique a pris une tournure dramatique. La dévaluation du franc CFA a conduit à une augmentation du coût des biens essentiels, et l'inflation galopante a réduit le pouvoir d'achat des familles. Le prix des produits alimentaires de base a doublé, provoquant des pénuries et un rationnement de certains produits, comme l'essence. Le secteur de la santé a également souffert, avec des hôpitaux manquant de fournitures essentielles, tandis que les écoles se retrouvaient dans des situations de plus en plus précaires, faute de financement. Cependant, malgré ces difficultés, un sentiment de résilience a émergé au sein de la population. Les Burkinabés ont vu dans cette adversité une opportunité de renforcer les liens communautaires. Des initiatives locales de soutien se sont multipliées, des coopératives ont vu le jour, et les voisins se soutenaient mutuellement face à la crise. Les entreprises, quant à elles, ont été confrontées à une réalité plus difficile. Les petites et moyennes entreprises, en particulier, ont souffert de la contraction du crédit et de l'augmentation des coûts d'importation. Les prix des matières premières ont augmenté, les délais de livraison se sont allongés et les commerçants ont dû s'adapter à de nouvelles conditions de marché. Cependant, dans cette épreuve, certaines entreprises ont réussi à se réinventer. L'agriculture locale a connu un renouveau, avec une forte demande pour les produits locaux, et des circuits courts ont émergé pour contourner les restrictions imposées par les marchés internationaux. Bien que ce ne soit pas suffisant pour compenser entièrement les pertes, ce changement dans la dynamique économique a permis à certains secteurs de se renforcer face à l'adversité. Les pays voisins, tels que le Mali, le Niger et la Guinée, ont observé attentivement l'évolution de la situation au Burkina Faso. Ils ont compris que l'isolement diplomatique et les sanctions économiques pourraient bientôt les toucher également. Dans une région déjà fragilisée par les conflits et les tensions politiques, cette situation a exacerbé les risques d'instabilité régionale. Les gouvernements voisins ont pris des mesures pour atténuer les effets de cette crise, mais l'incertitude économique a eu un impact sur leur propre marché et économie. Enfin, sur le plan mondial, les institutions financières ont réagi avec une ferme détermination à maintenir leur pouvoir de contrôle. Les ajustements techniques des institutions comme le FMI et la Banque mondiale ont été intensifiés. Les marchés financiers ont pris des mesures pour protéger leurs investissements, tandis que la communauté internationale a intensifié la pression sur le Burkina Faso. Les discussions sur la stabilité de la région ont fait place à des préoccupations de plus en plus marquées sur les risques de contagion économique et de déstabilisation géopolitique. Les répercussions de cette crise ont ouvert un débat mondial sur la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Ce n'était plus seulement une question d'aide, mais de souveraineté et d'autonomie. Le monde a vu dans ce défi lancé par Traoré non pas une simple déclaration, mais un signal fort de la volonté africaine de se réapproprier son destin. Les mois suivant la déclaration d'Ibrahim Traoré ont vu émerger trois scénarios distincts concernant l'avenir du Burkina Faso. Chacun d'eux présentait une voie différente en fonction de la réponse à la pression économique et géopolitique. Ces scénarios reflétaient non seulement les défis immédiats du pays, mais aussi ses choix stratégiques à long terme. Le premier scénario, celui de la stabilité sous contrainte, envisageait une réconciliation pragmatique entre le Burkina Faso et les institutions internationales. Bien que les sanctions économiques se poursuivent, le pays parviendrait à stabiliser sa situation financière en ajustant ses politiques économiques internes.
Le gouvernement burkinabé pourrait alors négocier un rééchelonnement de sa dette et obtenir une aide humanitaire accrue tout en évitant un effondrement total. Dans ce scénario, la croissance économique resterait faible, autour de 1%, et le Burkina Faso continuerait à dépendre des accords internationaux pour maintenir son équilibre économique. Le franc CFA pourrait retrouver une certaine stabilité, mais à coût de sacrifices sociaux et d'austérité. Le deuxième scénario, celui de la résilience collective, proposait une vision plus optimiste, dans laquelle le Burkina Faso et ses voisins sahéliens, notamment le Mali et le Niger, forgeraient un bloc de coopération financière. Ce bloc, par des mesures de soutien mutuel, réussirait à alléger le poids des sanctions et à préserver une certaine autonomie économique. Un moratoire temporaire sur les dettes non essentielles pourrait être mis en place, libérant des ressources pour soutenir les secteurs vitaux comme la santé et l'éducation. Grâce à un front commun, les pays sahéliens pourraient obtenir un soutien régional et international, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des grandes puissances économiques. L'inflation se stabiliserait et la croissance économique pourrait atteindre 3%, stimulée par un renforcement de la solidarité régionale. Ce scénario offrirait également une opportunité à l'Afrique de prendre davantage en main son destin économique. Le troisième scénario, celui de l'étouffement prolongé, envisageait une situation où les sanctions économiques et diplomatiques continueraient à isoler le Burkina Faso. Les investisseurs fuiraient, la monnaie perdrait davantage de sa valeur, et les services publics s'effondreraient. L'inflation dépasserait 20% et le pays entrerait dans une récession prolongée. Les conditions de vie se détérioreraient gravement, avec des pénuries généralisées et des troubles sociaux. Cependant, même dans ce contexte sombre, une forme de résistance pourrait émerger. Le Burkina Faso, soutenu par une population déterminée à maintenir sa dignité, pourrait voir sa souveraineté renforcée par la nécessité de surmonter des difficultés économiques extrêmes. Ce scénario signifierait un prix élevé à payer, mais peut-être aussi un moment décisif où l'Afrique pourrait redéfinir ses relations avec le reste du monde. Ces trois scénarios, bien que radicalement différents, partagent un point commun. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, s'efforcerait de reconquérir sa souveraineté et son autonomie en dépit des obstacles géopolitiques et économiques qui se dresseraient sur sa route. Les répercussions de la crise burkinabé n'ont pas été limitées aux sphères économiques et diplomatiques. Elles ont profondément touché le quotidien des citoyens, mais aussi leur perception de l'avenir. Alors que la situation économique devenait de plus en plus tendue, les Burkinabés ont fait preuve d'une résilience impressionnante, et c'est cette détermination populaire qui a forgé la réponse collective à la crise. Dans les rues de Ouagadougou, des scènes de solidarité se sont multipliées. Des familles, des voisins, des communautés entières ont commencé à s'entraider face à la pénurie de biens essentiels. Les stations-service sont devenues des lieux de rencontre où les citoyens s'organisaient pour optimiser l'utilisation du carburant et éviter les pénuries. De même, les commerçants locaux ont commencé à privilégier les circuits courts, redéfinissant ainsi l'économie locale autour de la solidarité, plutôt que de la simple logique de profit. Ce phénomène n'était pas seulement économique, il était asocial. Le peuple burkinabé, dans sa souffrance, a montré une forme d'unité inédite. Les travailleurs, notamment dans le secteur de la santé et de l'éducation, ont continué à exercer leurs fonctions malgré la hausse du coût de la vie et les retards dans le paiement des salaires. Ces efforts, bien que souvent invisibles, ont représenté la résistance du pays à l'effondrement total. Les images de cette résistance ont circulé à travers les réseaux sociaux et les médias internationaux, attirant l'attention du monde sur la force tranquille du peuple burkinabé. Le président Traoré, tout en faisant face aux pressions extérieures, s'est efforcé de maintenir cette cohésion interne, soulignant à chaque occasion que la dignité du peuple ne se monnayait pas. Ainsi, la réponse du public a été bien plus qu'une simple réaction à la crise, elle a été un acte de résistance, une forme de redéfinition de la place du Burkina Faso dans l'ordre mondial. En résistant, le peuple a montré que la solidarité et la dignité ne pouvaient être sacrifiées, même face aux difficultés économiques les plus sévères. Face à la crise croissante, Ibrahim Traoré a su, malgré les pressions internes et externes, proposer un plan d'action pour le pays axé sur la souveraineté et l'autonomie. Le défi était clair. Comment sortir de l'impasse économique tout en préservant la dignité du peuple burkinabé et en résistant aux dictats internationaux? La première étape de ce plan a été la mise en place d'un gel sélectif des dettes non essentielles.
Cette mesure visait à libérer des ressources financières cruciales pour soutenir les programmes sociaux et renforcer les réserves locales. En suspendant les paiements de la dette extérieure, le gouvernement a cherché à se recentrer sur ses priorités internes, notamment l'agriculture, la santé et l'éducation. Cela a permis de soulager temporairement le poids de l'endettement tout en fournissant aux citoyens un filet de sécurité face à la montée des prix. La deuxième étape de la stratégie de Traoré a été la mutualisation des ressources régionales. Un fonds commun temporaire a été créé entre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée pour soutenir les monnaies locales et financer les importations essentielles. Cette solidarité régionale visait à minimiser l'impact des sanctions économiques et à créer un front commun face aux pressions extérieures. L'idée était d'encourager une coopération plus étroite entre les pays du Sahel afin de rompre leur dépendance vis-à-vis des institutions financières internationales. La troisième étape a consisté en une diplomatie discrète où le Burkina Faso, tout en maintenant ses relations avec le FMI et la Banque mondiale, a opté pour un silence stratégique. Plutôt que de s'engager dans des négociations publiques, le gouvernement a choisi de répondre par des actions concrètes, montrant ainsi qu'il était capable de gérer ses affaires sans l'intervention extérieure. Ces mesures, bien que controversées, ont permis au Burkina Faso de regagner une certaine autonomie. L'impact immédiat a été modeste, mais à long terme, cette approche a renforcé la position de Traoré et a montré au monde que la dignité d'un peuple ne se marchandait pas. Le courage d'Ibrahim Traoré, face aux pressions internes et externes, a redéfini ce que signifie défendre la souveraineté d'un pays. Alors que les sanctions économiques et diplomatiques se faisaient de plus en plus lourdes, le peuple burkinabé s'est resté uni, soutenant son président dans un moment de crise historique. Chaque manifestation de solidarité, chaque acte de résistance a renforcé la conviction collective. La dignité n'a pas de prix. Les fresques murales représentant Traoré, les chants populaires et les manifestations dans les rues étaient des rappels visibles de l'impact de son discours. Ils incarnaient bien plus qu'un simple mouvement politique, mais une véritable révolution silencieuse menée par un peuple déterminé à ne pas se laisser subjuguer. Traoré, loin d'être un simple dirigeant politique, est devenu le symbole d'une Afrique qui ose revendiquer son droit à l'autonomie, à la dignité et à la liberté. L'histoire du Burkina Faso, à travers ces moments de crise, a montré que, même dans les situations les plus difficiles, la force d'une nation réside dans sa capacité à préserver son intégrité face à l'adversité. Le pays n'était plus seulement d'un terrain de lutte économique, mais un modèle de résistance morale, dont l'héritage perdurera longtemps au-delà des chiffres et des bilans financiers. Le défi lancé par Ibrahim Traoré ne se limite pas au Burkina Faso. Il touche chaque nation en quête de souveraineté, chaque peuple qui rêve d'une dignité retrouvée. Dans un monde où les décisions économiques se prennent souvent loin des réalités locales, où les chiffres dictent la vie de millions de personnes, il est essentiel de se rappeler que chaque décision a un impact humain. Ce que le Burkina Faso a vécu est un exemple vivant de ce que signifie résister à l'oppression systémique. Mais la question reste ouverte. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour défendre ce que vous croyez juste, même lorsque les puissances économiques vous pressent de céder? Chaque pays, chaque individu a un rôle à jouer dans ce processus de transformation. À l'heure où le monde évolue, où de nouveaux rapports de force se dessinent, il est impératif de ne pas oublier que la dignité humaine est la véritable mesure du progrès. Alors, qu'allez-vous faire pour que cette révolution silencieuse continue à résonner à travers le monde? Le changement commence par chacun d'entre nous, en refusant de nous laisser réduire à des chiffres et en agissant pour une véritable transformation sociale et économique.